Je suis Gila Clara Kessous, coach exécutive en entreprise depuis plus de 10 ans et directrice du forum Feminavox, célébrant la Journée internationale des droits des femmes sous le haut patronage de l'UNESCO. J'ai moi-même suivi le parcours Women on Board de Harvard Business School et j'ai choisi de créer ce podcast devant la difficulté rencontrée par les femmes à entrer dans les boards. Dans ce podcast, Women on Board, vous entendrez des femmes et des hommes expliquant comment soutenir la parité au sein des boards, c'est-à-dire les conseils d'administration des groupes cotés, ETI ou entreprises familiales. Ils évoqueront leur parcours, partageront leur regard sur cette mixité qui reste problématique dans les sphères dirigeantes et surtout, comment selon eux, on peut changer les choses. Women on Board, un podcast de Harvard Business Review France. Dans le cadre du podcast Women on Board, j'ai la chance de recevoir des hommes et des femmes qui travaillent à faire en sorte de plus de parité dans les boards. Aujourd'hui, mon invité est convaincu que la diversité est une richesse et un levier de performance. Il accompagne les entreprises dans la transformation de leur culture et en 4 ans, plus de 60 entreprises, dont Chanel, Michelin, Verisure, Danone, Legrand ou encore Kaufman & Broad, lui ont fait confiance pour répondre à ces enjeux. Avec AFL Diversity, il a également lancé un baromètre annuel avec BVA pour mieux comprendre la perception et les attentes des salariés sur ces enjeux. J'ai le plaisir de recevoir Fabien Figula-Le Thor. Bonjour Fabien. Bonjour Gila. Alors Fabien, on va essayer de mieux comprendre comment est-ce que vous faites non seulement pour aider ces entreprises à inclure les femmes, mais également aider les femmes à pouvoir entrer dans les boards pour plus de parité. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît ? Bien sûr, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Fabien Figula-Le Thor, j'ai travaillé presque 20 ans en entreprise, chez Philips, jusqu'à des postes de comité de direction, très axés business. Et depuis 2021, j'ai monté AFL Diversity avec Adrien Figula-Le Thor, mon mari, et nous accompagnons les entreprises sur tous leurs enjeux, diversité et inclusion, sur toutes les thématiques, avec beaucoup d'accompagnement, conseils, prise de conscience, de la formation et le Grand Prix Diversité et Inclusion, qui est là pour mettre en avant ce que font les organisations en matière de diversité et inclusion et qui fonctionne. Donc c'est vraiment l'amplification de bonnes pratiques pour que tout le monde puisse aller piocher un petit peu les bonnes idées qui ont été impactantes. Voilà, tout ça en partenariat avec l'UNESCO et on a aussi, comme vous le disiez, notre baromètre BVA. Donc l'idée, c'est d'aller amplifier un peu les raisons pour lesquelles c'est une bonne chose pour les entreprises d'aller sur de la diversité et inclusion et de les accompagner à le faire. Alors on parle de diversité, d'inclusion. En ce qui concerne les femmes, qu'est-ce que vous voyez comme résistance en entreprise ? Qu'est-ce qu'on dit encore sur le fait qu'il n'y a pas, pour justifier justement qu'il n'y ait pas d'égalité, en particulier dans les boards ? Vous êtes bien sûr au courant des quotas aujourd'hui qui vont devoir s'appliquer dans les boards suite à la demande de Marie-Pierre Rixain. Donc, qu'est-ce que vous proposez ? Ce qu'on observe souvent, donc oui, il y a encore il y a encore du sexisme, il y a encore de la misogynie, mais on observe de plus en plus finalement des hommes qui ont envie d'y aller et qui pensent qu'ils y vont, qui pensent qu'ils regardent les CV des femmes sans aucun biais. Et ça, finalement, c'est le premier biais, c'est de croire qu'on n'en a pas. Comme vous le savez, on est tous pétris de biais cognitifs, c'est la façon dont notre cerveau fonctionne aussi. Et il y a des biais qui fonctionnent à plein, quand on regarde notamment le recrutement et la cooptation. Il y en a quelques-uns, comme le biais endogroupal, qui fait que le cerveau va préférer des personnes qui nous ressemblent, même si ça n'a aucun rapport avec la compétence. Ça peut être le club de foot, ça peut être le genre, ça peut être la ville d'où on vient. Donc le genre joue aussi à plein avec ce biais. Vous avez des biais de confirmation où quand on parle de l'égalité homme-femme, on va se dire c'est un job, une mission qui requiert beaucoup de temps, beaucoup d'engagement, et une femme, elle va s'occuper de ses enfants, elle va pas pouvoir venir à tel ou tel événement, et il va suffire qu'il y ait une femme qui vienne dire en effet je peux pas prendre ce job parce que ça va prendre trop de temps et j'ai besoin de m'occuper de mes enfants, pour que on oublie finalement toutes les femmes qui arrivent à s'organiser, qui n'ont pas forcément la charge seule de leurs enfants, voire qui n'ont pas d'enfants. Donc ça, c'est le biais aussi de confirmation. Donc il y a beaucoup de biais comme ça qui font qu'on a l'impression qu'on prend nos décisions en pleine objectivité,
Or, ce n'est pas le cas. Donc, la première chose qu'on fait, c'est essayer de faire prendre conscience aux dirigeants et notamment aux hommes. Ça touche tout le monde, mais sur l'égalité homme-femme, c'est plutôt vers les hommes, qu'il y a ces biais et que non, ils ne sont pas 100% objectifs quand ils regardent les CV. Donc ça, c'est le premier point. Le second, c'est il n'y a pas de pipe. Il n'y a pas de femmes qui sont prêtes. Je pense que quand on regarde dans tous les secteurs, on doit trouver du pipe. Il y a eu des initiatives et récemment là sur le Next 40 d'aller proposer des noms de 40 femmes qu'on pouvait estimer prêtes à prendre des jobs de CEO ou des places au conseil d'administration. Donc oui, ça demande un peu d'effort, mais c'est pas insurmontable et c'est pas si difficile quand on veut aller chercher des femmes pour compléter ses boards ou ses équipes de direction, comme le demande aussi la loi Rixin. Vous parlez de ces biais de confirmation, des biais que nous avons tous. Comment est-ce qu'on peut essayer de changer les mentalités ? Est-ce que vous pouvez nous parler aussi de ce programme Transforming Mentalities dont vous faites partie à l'UNESCO ? Pour transformer les mentalités, la première chose, c'est déjà d'avoir conscience de ce qui se joue. Et donc, pour en avoir conscience, donc il y a tout ce qui est présentation un petit peu scientifique, la neuroscience qui va expliquer le biais, expliquer comment fonctionne le cerveau. Et moi, je crois aussi beaucoup au pouvoir de la rencontre avec des personnes concernées qui vont raconter aussi leur vécu, qui vont raconter comment elles peuvent vivre des situations. Et quand on n'est pas concerné, quand on est un homme, c'est difficile de savoir ce que vit une femme. Moi, je me dis plutôt féministe. Je œuvre au jour le jour auprès des entreprises pour féminiser les équipes, mais je ne saurais jamais ce que c'est qu'être une femme, malgré tout. Donc, c'est important d'aller écouter, d'aller se confronter à leur vécu, à ce qu'elles ont ressenti, ce qu'elles ont observé, et ne pas le nier. Vraiment l'écouter et se dire comment est-ce que ça résonne chez moi, oser se dire ok, moi aussi j'ai pu avoir des maladresses, faire des choses que je n'aurais pas voulu ou mes biais peut-être ont pris le pas sur l'objectivité. Donc il y a la première chose, c'est la prise de conscience en humilité, et la deuxième chose, c'est rencontrer les personnes pour aller comprendre ce qu'elles vivent et améliorer ce qu'on peut améliorer, ce qui est dans notre scope d'action. Vous parliez d'un baromètre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que ce baromètre ? Et j'insiste parce que je sais que vous en faites partie, le programme Transforming Mentalities à l'UNESCO. Alors, le baromètre que nous avons, il a pour objectif de couvrir la perception de tous les collaborateurs sur les diversités et l'inclusion. Donc, est-ce que c'est important pour les collaborateurs ? Est-ce qu'ils trouvent que les entreprises en font assez ? Est-ce qu'ils trouvent que c'est du washing ? Et ça permettait aussi de mesurer la diversité dans les entreprises. Alors, la diversité entre les hommes et les femmes, on a les chiffres, mais il y a beaucoup de diversité, comme l'orientation, la diversité ethnique, la diversité culturelle. Ce sont des choses qu'on mesure pas en France. Donc là, ça permettait d'avoir aussi ce baromètre-là et la perception. Et c'est vrai que la perception des collaborateurs, des salariés en France, c'est que pour 74% d'entre eux, c'est surtout de la communication de la part de leur direction. Tous les programmes diversité et inclusion. En fait, ils attendent des preuves. Et avoir des femmes dans les boards, des femmes dans les comités de direction, c'est aussi une preuve de dire on n'est pas dans de la communication interne ou externe pure et simple. On est aussi dans de l'action et on le montre. On ne fait pas que le dire, on le montre. Ça, c'est important. Et Transform Mentalities, c'est un programme qui va permettre d'expliquer et de rencontrer la diversité pour aller faire changer les choses. Donc nous, on a un partenariat avec l'UNESCO, avec un événement qu'on organise au printemps, tous les ans, qui s'appelle les rencontres du Grand Prix Diversité et Inclusion à l'UNESCO, où on va aller présenter ce baromètre annuel et où on va aller donner la parole à des entreprises, à des associations, à des institutions qui font avancer la diversité et l'inclusion au sein de leurs organisations, auprès de leurs collaboratrices et de leurs collaborateurs. C'est ça notre apport
nous, au programme Transform Mentalities. Alors, quels sont les outils des bonnes entreprises, puisque vous les récompensez? Quelles sont les bonnes pratiques que vous pouvez nous donner aujourd'hui? Qu'est-ce qui marche bien? Alors, on entend souvent des programmes de mentorat, on entend souvent des propositions de programmes qui sont développés pour les femmes, pour travailler la prise de parole, etc. Est-ce que c'est ce genre de choses? Alors oui, le mentorat, c'est quelque chose qui, je pense, fonctionne pour beaucoup de personnes. La formation leadership, sans doute aussi. Pour moi, nous, ce qu'on propose, en tous les cas, au quotidien, c'est déjà envers les hommes. En fait, il faut leur faire comprendre que l'égalité homme-femme, c'est pas une menace, c'est pas les femmes contre les hommes, mais c'est plutôt un combat pour une égalité, pour une société plus juste, une entreprise qui est plus représentative aussi de la société, et que c'est un enjeu business. Donc vraiment, aller faire comprendre, prendre conscience aux hommes que c'est pas de la philanthropie, l'égalité homme-femme, c'est bon pour le business. Vous savez que les femmes représentent à peu près 50% de l'humanité. C'est une bonne partie pour beaucoup des business aussi, des clients, des consommatrices, même en B2B. Donc c'est important d'avoir aussi cette égalité ou cette parité ou ce qui s'en rapproche en interne pour aussi mieux comprendre ses clients et ses clientes. Il y a maintenant pléthore d'études, que ce soit McKinsey, BCG, Deloitte, qui prouvent que la diversité a un impact sur le business. Donc c'est un vrai enjeu business. Donc l'idée, c'est déjà de leur faire prendre conscience de ça. Et ça va prendre différentes formes selon les cultures d'entreprise, selon les maturités. C'est des formations, c'est des interventions de personnes qui ont vécu ça. Nous, on travaille, j'ai eu la chance et l'honneur de faire plusieurs interventions avec Elisabeth Moreno, qui fait aussi ça très bien, de par sa double casquette, ancienne ministre et dirigeante. On l'a reçue dans notre podcast. Oui, bien sûr. Et donc voilà, ce genre d'intervention, ça permet aussi de cranter sur, OK, on ne me demande pas de remplacer des hommes compétents par des femmes incompétentes. Ça, c'est quand même un mythe qu'on entend régulièrement et qui revient dans le monde dans lequel on est. Quand on parle de conseil d'administration ou même de COMEX, de CODIR, je ne crois pas, en tout cas je n'en ai pas rencontré depuis que je fais ce métier, qu'il y ait des femmes incompétentes qui prennent la place d'hommes compétents. Non, ce sont toujours les compétences, l'expérience qui priment. Et ça, c'est un vrai enjeu aujourd'hui, c'est que il y a même des femmes qui doutent elles-mêmes du pourquoi elles sont là. On leur a pas expliqué. Comme il y a les quotas, on a l'impression qu'elles sont là pour les quotas. Mais non, elles sont là avant tout parce qu'elles ont les compétences. Oui, les quotas poussent, forcent les entreprises à aller plus vite que la nature ou que le chemin sans quotas. Mais elles sont là avant tout parce qu'elles ont au moins les mêmes compétences et expériences que les hommes qui avaient en face. Alors c'est plus facile pour un homme de dire j'ai pas eu le job parce que je suis pas une femme, mais en fait s'il était meilleur que la femme, je suis convaincu qu'il aurait eu le job. Donc ça c'est un vrai enjeu. Je fais une petite digression, mais qui est quand même assez fondamental parce qu'il y a des femmes qui doutent elles-mêmes de pourquoi elles sont là. Du coup, si elles doutent, l'entourage doute, les collègues doutent, les personnes en dessous doutent, et donc en fait c'est finalement ça va pas avoir l'effet escompté qui est de redonner de l'air, redonner toute la force un peu de la diversité qu'on peut avoir dans les prises de décision. Ça, on va pas l'avoir. Alors, si on se résume, ce que vous préconisez pour, on va dire, proposer ce changement de mentalité, en particulier vis-à-vis des hommes, c'est de faire des formations dédiées pour les hommes, c'est faire des interventions dédiées pour les hommes, c'est bien ça. Et donc, comment vous les appelez, ces interventions? Combien vous préconisez qu'il y en ait dans le cadre d'une entreprise? Est-ce qu'aujourd'hui vous le reliez à, vous parliez justement de tout ce qui est diversité, inclusion, est-ce que ça devrait être obligatoire, pas seulement de proposer des programmes de leadership aux femmes, mais d'avoir des programmes dédiés pour les hommes, des conférences dédiées, etc. Tout à fait. Moi, je pense que c'est ce qu'on observe dans tous les cas, c'est que c'est fondamental de travailler sur,
entre guillemets, l'accueil que vont avoir les femmes aussi dans les équipes de direction, de conseil d'administration où elles vont arriver. Les quotas, ils sont là pour pousser du quantitatif. C'est combien j'ai de femmes sur mes 10 administrateurs. Il faut pas oublier qu'il y a la partie un peu qualitative, quel accueil on leur réserve. Est-ce qu'il y a du sexisme, le mansplaining est encore assez courant. Donc tout ça, c'est important de faire prendre conscience que c'est pas juste d'avoir des femmes pour avoir des femmes, mais c'est aussi leur donner la place qui leur revient, maintenant qu'elles ont ce poste, pour qu'elles puissent être à même d'apporter toute leur expérience, toute leur expertise, sans craindre des petites remarques ou de se faire mansplainer. Donc la formation, elle peut prendre... la prise de conscience, elle peut prendre plusieurs formes. Ça peut être du coaching de dirigeants, ça peut être un ou plusieurs échanges avec des femmes inspirantes. Je mentionnais tout à l'heure Elisabeth Moreno, mais il y en a beaucoup d'autres aussi qui ont vécu ça et qui sont capables de porter ces sujets-là. Ça va être des sensibilisations, ça va être... il y en a qui font ça aussi en séminaire. Donc ça va aussi dépendre de la maturité, ça va dépendre de la culture aussi de l'entreprise. Mais pour moi, c'est fondamental qu'il y ait cette prise de conscience vraiment personnelle de chaque membre du conseil d'administration et des équipes. Alors, vous parlez de biais au tout début de cette interview. Au-delà des biais, il y a aussi, je dirais, l'expérientiel. Ce que l'on voit, c'est que, lorsqu'il y a des femmes dans les boards, bien certains retours où, bien sûr, les hommes sont très contents, et puis d'autres où, du coup, on se permet moins de choses. On se permet peut-être une ambiance un peu moins détendue, avec des blagues qui seraient entre hommes. On se permet d'être un peu moins sérieux. Quand une femme arrive, il y a véritablement un changement d'ambiance. On a entendu plusieurs témoignages à ce propos-là. Est-ce que vous les avez entendus, ces témoignages ? Et alors, qu'est-ce que vous dites quand vous entendez ce genre de remarques ? Alors oui, on les entend, ces témoignages. Ce qu'on a observé, c'est que le changement d'ambiance ne déplaît pas à tout le monde. C'est qu'il y a quand même des hommes qui sont heureux aussi de ce changement d'ambiance. Et puis on en revient aussi toujours à l'objectif de ces équipes, c'est de gérer du business et des résultats et de la performance et des organisations. Donc voilà, j'essaie aussi toujours de remettre un peu l'impact que peut avoir cette ambiance, en bien ou en mal, sur les résultats et sur ce pourquoi ils sont là. Voilà. Mmh. Et qu'est-ce que vous dites aux femmes lorsqu'elles ont l'impression d'avoir été embauchées en tant que pot de fleurs pour justement tout ce qui va être quota, pour faire bien, pour l'image. Alors vous disiez que quelquefois, bien sûr, quand il s'agit de board, on est déjà à un certain niveau qui fait qu'on dépasse une idée de vitrine, mais comme aujourd'hui on a les quotas, c'est une vitrine magnifique, n'est-ce pas, de pouvoir dire j'ai tant de femmes, et puis de ne donner aucun pouvoir à ces femmes, ou alors faire en sorte que les décisions aient déjà été prises avant même que la femme ait son mot à dire lorsqu'on rentre dans les boards. On sait combien est-ce que les décisions peuvent être prises aussi dans les coulisses. Qu'est-ce que vous dites de ça ? Alors en général, j'ai tendance plutôt à les rassurer sur le fait que si elles sont là, c'est sans doute pas un hasard quand même. D'aller voir aussi les personnes influentes qui les ont nommées pour aller leur faire dire pourquoi c'est elle qui a eu le poste, qui a eu la place, plutôt que d'autres. Ça va permettre d'avoir des retours aussi sur son expérience et son expertise qu'on n'a peut-être pas eu. Donc pour prendre confiance. Et quand on a le poste, prendre la place. Vraiment ne pas hésiter à prendre la place si vous êtes là. Et puis si après c'est un poste pot de fleurs, il y a beaucoup d'autres entreprises qui cherchent aussi des femmes sur des postes comme ça et qui ne sont pas des postes pot de fleurs. Donc je dirais de ne pas forcément rester si longtemps s'il y a des choses qui ne se passent pas comme elle pense que ça devrait se passer. Donc d'avoir le courage de quitter. Très bien, on va revenir un petit peu sur votre parcours pour que vous nous expliquiez justement pourquoi vous avez été intéressé en tant qu'homme à cette question de la parité, à cette question du rôle de la femme en entreprise. Qu'est-ce qui vous a animé ? Est-ce que ça a été un moment déclic lors de votre carrière ? Est-ce que vous avez vu certaines choses qui vous ont fait réagir par rapport à cet état de fait ?
Qu'est-ce qui vous a permis vraiment, quel a été le moment où vous vous êtes dit, c'est vraiment ça, en termes d'engagement, que je veux défendre? Alors, merci pour cette question. Je vois sourire. En fait, moi, je viens d'une famille où j'ai toujours vu... Donc, mes parents sont agriculteurs. Donc, j'ai vu ma mère toujours être très active au travail et gérer toute la maison, les 4 enfants. Donc, j'ai une vision de la femme plutôt très... travailleuse et multitâche. Donc je pense que ça, c'est un peu ce que j'avais un peu en moi du modèle féminin. Et je pense que le déclic où j'ai conscientisé ce qui se passait un peu en entreprise entre les femmes et les hommes, c'est quand j'ai été papa et que... Du coup, j'étais en poste de direction, donc j'avais fait quelques aménagements et j'avais un point d'honneur. Il y avait 2 soirs par semaine où je partais à 17h30 pour chercher ma fille chez la nourrice. Et en fait, j'ai eu plein de bravos et de hurrahs de mes patrons hommes en disant « c'est super, t'arrives à concilier ta vie de papa et ton travail, les résultats sont là, l'équipe ça tourne ». Et on m'a même dit « tu es un modèle pour toutes les femmes actives ». Et là, je me suis dit « mais il y a un problème en fait ». Parce que toutes mes collègues, elles font ça tout le temps et jamais on leur dit bravo. Même on leur dit « ah, tu pars à 17h30, est-ce que tu as fait ton travail ?» Alors que moi, j'avais des bravos et des hurrahs. Et donc ça, c'est le moment où je pense j'ai conscientisé le fait qu'il y avait une différence flagrante de traitement. Et donc moi, j'ai beaucoup managé, plutôt des équipes un peu plus féminines que masculines. Et quand j'ai géré des évolutions, des augmentations, j'ai vu aussi comment il fallait se battre un peu pour revenir toujours sur la performance, sur les faits, sur le factuel, pour avoir des choses qui se valaient, des augmentations qui étaient justes entre les hommes et les femmes en entreprise. Et donc vous continuez, vous pouvez nous nommer cette entreprise ? L'entreprise dans laquelle vous travaillez, où il y avait ce différent... Oui, j'ai travaillé dans une entreprise. Alors, je ne dis pas qu'il y avait des... Pour le coup, on a travaillé à ce qu'il n'y ait pas de différence de traitement. Mais j'ai vu les biais, en fait, vraiment être là sur un peu les accointances. On sentait que les biais endogroupaux, des gens qui faisaient du foot ensemble, etc. Il y avait des choses qui se jouaient qui n'étaient pas factuelles. Et donc, l'entreprise avait mis ça en place de pouvoir factualiser les résultats pour avoir des nominations et des augmentations qui soient liées sur le résultat et pas un ressenti ou pas des amitiés ou des choses comme ça. Et alors, vous pouvez nous nommer cette entreprise ? Oui, c'est l'entreprise où j'ai travaillé, qui s'appelle Philips. Oui. Voilà. Mais, alors, vous continuez votre très belle carrière. Quand est-ce que vous décidez que la cause est tellement chère à votre cœur que vous partez ? Parce que c'est aussi, on va dire, faire preuve d'un grand courage en termes d'entrepreneuriat que de choisir de se dédier à cette cause et d'en vivre. Oui, en fait, quand j'ai quitté Philips, je me suis posé beaucoup de questions sur ce que je voulais faire de mes années de connaissance du business. Et c'est là que j'ai fait une formation aussi avec Centrale Supélec et Ecolearn sur la direction durable des entreprises, comment on transforme le business model. Et je me suis rendu compte que tout ce qui était diversité et inclusion était quand même assez peu traité dans les politiques RSE, ou alors était traité par le prisme un peu du juridique sur les quotas pour les femmes, les quotas sur les personnes avec des handicaps et pas forcément sur le reste. Donc moi, ce qui m'a intéressé, c'est ça, c'est comment est-ce qu'on va plus loin que le cadre juridique pour aller faire des organisations performantes qui fonctionnent. Et la dernière équipe que j'ai eue, elle était très diverse. Je l'ai faite un peu, je pense, en semi-conscience. J'avais des seniors, j'avais des très jeunes, j'avais des gens avec des noms et des prénoms à consonance non française, maghrébine en l'occurrence, des personnes, je gérais toute la transformation digitale et le digital, des personnes qui venaient pas du tout du digital. Il se trouve que j'ai eu un ennui de santé important, mais qui est réglé et qui fait que j'ai dû être absent pendant presque 1 an, pendant le Covid, et mon équipe a cartonné. A cartonné aussi parce que ils étaient tous différents, ils avaient tous des backgrounds différents, des idées différentes, et finalement ils ont réussi à s'en sortir tout seuls pendant le Covid, qui est une période de stress intense, avec du télétravail, sans chef direct. Donc pour moi, ça a été aussi la preuve de me dire, en fait, ça a marché. Ça a marché, le fait qu'il y avait toujours un qui avait la réponse
que l'autre cherchait, ou le conseil pour aller voir. Donc voilà, tout ça mis l'un dans l'autre. Et puis bon, voilà, moi je suis en couple avec Adrien depuis 18 ans. Et voilà, le sujet aussi orientation et vie de famille était important pour moi. Et donc voilà, en tirant et en discutant avec les entreprises, on s'est rendu compte qu'il y avait des besoins pour aller au-delà du cadre légal, et notamment sur ce que je mentionnais, sur le côté qualitatif. Parce que si on a plus de femmes, mais qu'elles se sentent pas à l'aise, qu'il y a du sexisme, eh ben c'est pas, pour moi, 100% atteint comme objectif d'égalité. Mmh. Et donc, aujourd'hui, vous vous trouvez à la tête de cette société. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous en termes de challenge ? Est-ce que c'est prendre le bâton de pèlerin pour aller convaincre d'autres hommes ? Est-ce que c'est plus hors côté entreprise, côté institutionnel, lorsque vous avez à parler et peut-être à convaincre au sein même des ministères? Est-ce que vous vous trouvez toujours face à des personnes très ouvertes et puis qui délivrent derrière? Quelle audience est la plus compliquée pour vous? Alors on trouve de tout. Nous, le parti pris qu'on a à l'heure actuelle, c'est qu'on va aller travailler avec ceux qui sont convaincus ou presque. C'est-à-dire qu'il y a quand même des gens qui trouvent que c'est bullshit, qu'il n'y a pas besoin. On se dit que c'est pas nous, de l'externe, qui allons forcément les convaincre. Ou alors on va essayer de les convaincre par le Grand Prix Diversité et Inclusion, l'événement qu'on fait à l'UNESCO, les études qu'on fait, pour montrer que si les entreprises se bougent et que peut-être si cette entreprise, elle, n'a pas commencé ou s'en est restée sur le cadre juste légal, il y a peut-être un petit peu de retard. Mais on va aller vraiment travailler celles et ceux qui ont envie, qui ne savent pas forcément par quel bout prendre, comment avancer. Et non, convaincre les hommes et tous les collaboratrices et les collaborateurs, c'est plus quoi un challenge assez motivant, parce qu'on en revient aussi assez vite finalement à l'humain, aux histoires humaines, à ce qu'ils ont vécu, observé, et que finalement, que ce soit sur les femmes ou le handicap ou d'autres diversités, il y a beaucoup de gens qui sont concernés assez directement par leur famille, leurs proches. Et donc, quand on revient à l'humain, à l'histoire, au ressenti de chacun, on se rend compte assez vite que pour la plupart des gens, ça fait tilt, ça fait clic, et ils comprennent un peu mieux le pourquoi on y va, et que le cadre légal des quotas, il est là pour accélérer, pour forcer les choses, mais c'est pour le bien, quoi. Je veux dire, la diversité et l'inclusion, c'est bon pour le business, il y a plein d'études. Donc moi, si je suis un patron, je le fais aussi peux aussi le faire pour mon bonus, de dire que si j'ai plus de diversité dans mon board et dans mon comité de direction et mes équipes, ça va aussi augmenter mes résultats. Vous sortez un premier livre, Diversité et Inclusion, pourquoi l'entreprise ne peut plus attendre. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors avec plaisir, ce livre, c'est le fruit de notre expérience à la tête d'AFL Diversity, à échanger avec beaucoup d'entreprises. On a à peu près une 60aine de clients à l'heure où nous enregistrons ce podcast qui nous a fait confiance, de tous les secteurs. Et aussi, on a une belle vision un peu de ce qui se fait sur le marché français, avec le Grand Prix Diversité et Inclusion, où en 2025, ce sera la 4e édition. On a entre 100 et 150 organisations qui candidatent tous les ans. Donc, on a un bel observatoire. Donc, l'idée, c'était de partager nos observations, nos convictions et les bonnes pratiques que nous avons pu observer, pour que les personnes qui ont envie de se renseigner, qui ont envie d'avancer sur la diversité et l'inclusion, ou qui se demandent en effet est-ce que c'est un sujet, ils trouvent des réponses assez, on va dire, pratiques. Donc c'est pas de la recherche, c'est pas des interviews, c'est vraiment le fruit de nos années de travail auprès des entreprises de toute taille et de tout secteur, pour faire comprendre et donner des clés et donner des exemples pour avancer. Donc vraiment quelque chose d'assez terrain, pour essayer de pouvoir appliquer ces solutions selon les good practices que vous nous donnez. Disons qu'on va mixer de la compréhension. On parlait tout à l'heure des biais, donc on va expliquer un peu pourquoi est-ce que malgré toutes les bonnes intentions qu'on peut avoir, si on n'a pas conscience de ces biais, ça a du mal à avancer. Donc on va aller détricoter tout ça, expliquer. On a un petit point sur le cadre légal aussi en France. Et après, on rentre vraiment dans les bonnes pratiques. On partage des exemples aussi personnels de nos carrières, de nos histoires et notre conviction.
Fabien Figula-Letort, si vous aviez un dernier mot à pouvoir faire sur ce podcast, en particulier dirigé vers les hommes, quel serait-il pour aider les femmes à pouvoir intégrer les boards ? Alors mon message serait que l'égalité homme-femme, c'est pas un combat des femmes contre les hommes, c'est un combat pour un monde plus égalitaire et ça va aussi vous aider dans vos performances business et d'entreprise. Donc c'est une opportunité, ce n'est en aucun cas une menace. Fabien Figula-Letort, merci d'avoir été parmi nous dans ce podcast Women on Board. Merci beaucoup. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez un nouvel épisode de Women on Board tous les 15 jours sur hbafrance.fr et les plateformes d'écoute habituelles. À bientôt.